Bonjour, ravi de vous retrouver et bienvenue dans notre émission consacrée au témoignage Ma vie avec. Nous allons aujourd'hui partir à la rencontre de Margot Turca, une jeune maman qui a fait un AVC à seulement 33 ans et qui a exceptionnellement accepté de nous raconter son histoire aujourd'hui. Bonjour Margot Turca. Bonjour. Merci d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Vous avez donc fait un AVC à seulement 33 ans. Est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé ? Alors, c'était le samedi 17 novembre 2018. Je me suis réveillée ce matin-là en étant très, très fatiguée. Et j'ai mis ça sur le compte d'une hypoglycémie parce que la veille, j'avais pas eu le temps réellement de manger. Comme je suis enseignante, on était en pleine réunion parents-prof, préparation des conseils de classe et j'avais eu une journée très chargée la veille. J'étais rentrée assez tard et au réveil, j'étais pas bien. J'avais une sensation de malaise généralisé avec vertige et j'ai cru qu'en mangeant, ça passerait. Donc, je suis allée prendre un petit déjeuner et force a été de réaliser que ça ne passait pas. Donc, je suis repartie me coucher et quand au bout de 20 minutes, j'ai réalisé que ça n'avançait pas, que ça s'améliorait pas et limite ça s'aggravait. Donc, j'ai rejoint mon compagnon et mon bébé et j'ai fait comme si tout allait bien pour pas les inquiéter, mais en réalité je me rendais compte que ça allait pas du tout. J'ai laissé partir mon conjoint au travail et au bout d'un moment, ça m'a tilté que non, en fait, ça n'allait pas s'améliorer et qu'il allait peut-être falloir que je prenne les choses en main. Et donc, j'ai été très incohérente, ce qui était vraiment un signe de l'AVC. C'est-à-dire que ma première idée, ça a été, bon, écoute, si tu pars avec les secours, il faut que tu ailles te laver. Tu peux pas partir en pyjama. Et surtout, c'était qui va garder mon bébé si je m'en vais avec les secours. Donc, j'ai eu ces deux priorités qui se sont installées. Alors, me doucher, ça m'a pris 10 minutes grand maximum. Mais après, c'était m'organiser avec mon compagnon pour qu'il revienne le plus vite possible du travail. Puis après, prévenir ma famille. Et en fait, c'est mon père, quand j'ai appelé, qui lui a compris directement ce qui se passé et qui m'a mis en lien avec le SAMU en leur disant ma fille a 33 ans, elle est en train de faire un AVC, il faut que vous arriviez. Et donc il avait appelé le SAMU le temps qu'il arrive chez moi et le SAMU m'a appelé et en fait là il y a eu un problème de régulation de SAMU. En fait ils n'ont pas compris ce qui se passé. Ils m'ont posé les questions type de régulation du SAMU, comment je m'appelais, quel âge j'avais. Et là, à partir de l'âge, ça a complètement bugué. Je leur disais que j'avais 23 ans et je leur disais non, 33, 23, 33, 30. Et en fait, j'arrivais pas à dire mon vrai âge. Puis après, ils m'ont demandé où j'habitais. J'ai donné une autre adresse. Je sais même pas comment ils ont fait pour me retrouver aujourd'hui. Ils m'ont demandé qui était le président de la République. J'ai eu un moment de doute. Mais comme c'était le premier jour des grandes manifs des Gilets jaunes, ça m'est revenu d'un coup. Et voilà. Et en fait, je sais aujourd'hui, on me l'a expliqué, qu'il y a quelque chose à pas dire mais quelle que soit la pathologie, quand on est en lien avec le SAMU et qu'on dit je fais un malaise, mais il faut être beaucoup plus précis parce qu'en fait, est-ce que c'est un malaise vagal, est-ce que c'est un malaise hypoglycémique? Et moi, j'avais pas la lucidité d'expliquer. Et donc, ils m'ont dit bon, écoutez, vous faites une migraine avec Cora, on vous envoie SOS médecin, sauf que moi je le savais à ce moment-là que je faisais pas du tout une migraine, je savais que c'était un AVC parce que je cochais plein de cases qui étaient des symptômes propres à l'AVC, mais ils m'ont pas cru. Et donc entre-temps mon conjoint sont rentrés, mon père est arrivé, SOS médecin est arrivé, mais ils ont mis un moment avant de venir. Ils m'ont fait l'auscultation. Et pareil, le médecin a conclu à migraine avec Cora, ce qui, au bout d'un moment, a énervé mon père, qui leur a dit « Mais non, mais c'est pas ça, j'ai 4 enfants, il y en a 3 qui sont migraineux, et elle l'est pas, donc c'est pas ça, je vous dis qu'elle fait un AVC. » Et au bout d'un moment, il a fini par céder, ce médecin, et il a prescrit une IRM, et j'ai été orientée vers le CHU de Bordeaux, mais le problème, c'est qu'il m'a pas remis en lien avec le SAMU, il a appelé une ambulance
privé, ce qui m'a aussi fait perdre énormément de temps. Donc, entre le moment où j'ai eu les premiers signes, il devait être 8h, 8h30, le moment où j'ai été évacuée, il était midi. Donc, c'est beaucoup trop long pour une urgence vitale. Est-ce qu'il y avait eu des signes annonciateurs de cet AVC? Est-ce que précédemment, vous vous sentiez pas très bien ou est-ce que ça vous est tombé dessus d'un coup? Alors, en fait, j'ai réalisé après coup, après en parlant avec les médecins, que j'avais fait dans les jours, même dans la semaine précédente l'AVC, j'avais fait 4 AIT, donc des accidents ischémiques transitoires. Je sais que j'en ai fait 4. Je leur en ai raconté 4, mais je m'en rappelle aujourd'hui plus que de 2, dont un où j'ai fait une sorte de crise d'aphasie en plein cours, où j'ai inventé une vie parallèle à Léonard de Vinci, ce qui, aujourd'hui, j'ai prodigieusement honte d'avoir fait ça, parce qu'il y a une génération d'élèves qui n'ont rien appris grâce à moi sur Léonard de Vinci. Et quelques jours après, j'en ai fait un où je voyais quasiment plus rien. Il me restait plus que ça comme champ de vision et je voyais tout en noir et blanc. Et moi, j'ai cru justement que c'était une migraine ophtalmique parce que j'étais fatiguée et j'ai pas du tout compris que ça pouvait être un AVC, que ça pouvait être annonciateur d'un AVC. Et en réalité, ça l'était parce qu'on dit que quand on fait un AIT, la probabilité qu'on fasse un AVC dans les 48 heures est très élevée. Et moi, c'est le dernier, c'était un mercredi et j'ai eu mon AVC un samedi. Une fois que vous avez fait votre infarctus cérébral, vous avez souffert par la suite de symptômes classiques liés aux AVC. Quels étaient-ils? Au moment, à l'instant T où ça s'est produit, donc j'avais le mal de tête, mais pas un mal de tête très violent. J'avais cette sensation de malaise, de faiblesse généralisée. Progressivement, je sentais que ça s'orientait sur la droite. J'étais incohérente et en fait je ne parlais quasiment plus. Mon timbre de voix était devenu très très bas et j'étais juste capable de dire des tout petits mots très courts et de les mettre je les mettais dans le désordre, donc ça ne voulait strictement rien dire. Il fallait les remettre dans le bon sens pour comprendre l'idée que je voulais prononcer et en fait ça fait partie des symptômes type de l'AVC. Alors il y en a d'autres, il y a la déformation du visage, il y a la diplopie, donc quand on voit en double, il y a d'autres troubles, il y a des troubles visuels, mais moi j'ai pas eu ça. J'ai eu vraiment le classique mal de tête et trouble de l'élocution et faiblesse de l'hémicorps. Et après l'AVC, vous souffriez de quels symptômes? Est-ce que vous aviez par exemple de l'aphasie, des choses comme ça? Alors, je suis toujours aphasique à l'heure actuelle. Donc, moi, mes séquelles, c'est aphasie. Au début, elle était avec agrammatisme et dysyntaxie. Ça veut dire que dans mon monde, la grammaire et la syntaxe n'existaient plus. J'avais une hémiparésie droite, donc je ne marchais plus. Donc, c'est une faiblesse musculaire. Des douleurs neuropathiques qui sont toujours présentes aujourd'hui au pied droit. Et à côté de ça, j'ai des hyperesthésies, donc c'est de l'hypersensibilité, fatigue neurologique énorme, avec un besoin de dormir 2 heures tous les après-midi. Et je fais par moment quelque chose d'assez inattendu dont on n'a pas l'explication. Je fais des crises de mutisme quand je suis en saturation cognitive. Vous avez eu aussi des séquelles plus inattendues, comme des accès de colère et aussi des super-pouvoirs. Qu'est-ce que c'était, ces super-pouvoirs? Alors, les accès de colère, c'est assez connu dans le cadre du post-AVC, mais en fait, on n'en parle pas beaucoup. C'est qu'il faut savoir, c'est qu'après un AVC, le cerveau, il est immature. Il devient comme un cerveau d'un enfant, donc il ne peut pas gérer la colère. Donc moi, quand je faisais des colères, et je continue toujours d'ailleurs, on pourrait presque croire que c'est un caprice, mais non, c'est juste que je ne peux pas la réguler. Et quand je dis que j'ai des super pouvoirs, c'est que mon odorat s'est développé. Donc toutes les odeurs m'apparaissent très très fortes et en général c'est les mauvaises odeurs. J'ai une hypersensibilité au bruit, donc j'entends tout très fort dans ma tête et à la lumière violente me fait très
très mal. Et voilà. Et du coup, je dis que c'est des super pouvoirs parce que c'est quelque chose d'inattendu parce que tout est ultra développé, mais en réalité, c'est très handicapant au quotidien. Vous êtes professeur d'art plastique. Est-ce que votre AVC a impacté votre capacité à dessiner ? Alors, pas le dessin, parce qu'en fait, c'est la première chose qu'on a vérifiée quand j'étais en soins intensifs. Mon conjoint m'a tendu un crayon et m'a dit « Vas-y, fais un dessin ». Et donc, je lui ai fait un petit dessin sur le carton d'entrée en soins intensifs. Et bon, donc je savais toujours le faire. Mais par contre, ça impacte aujourd'hui mon travail au quotidien parce que j'ai encore des difficultés à écrire, à lire, à comprendre et à parler correctement. Vous avez passé, après votre AVC, 5 mois en centre de rééducation. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce que vous y avez fait ? Alors, le centre de rééducation, j'y ai passé 5 mois en hospitalisation complète, c'est-à-dire que je dormais là-bas. Et en fait, toute la journée, j'avais des rééducations par tranche de 3 quarts d'heure. Donc, je faisais de l'orthophonie, de la kiné, ergothérapie, psychomotricité, neuropsychologie, de la balnéo. Et aussi, ma mère me forçait à faire les ateliers de relaxation pour arriver à me détendre, bon, ce qui n'a jamais réussi en réalité. Et voilà, et toute la journée, j'enchaînais comme ça ces rééducations par tranche de 3 quarts d'heure avec des petites planches de repos, mais c'était de l'intensif. J'imagine que vous n'y avez pas passé que des moments agréables. Il y a dû avoir des passes un peu difficiles. Alors, quand j'ai eu mon AVC, je l'ai compris de suite, donc je l'ai accepté. Mais quand je suis arrivée au centre d'éducation, la première personne que j'ai rencontrée, c'est un neurologue qui m'a dit quelle est la priorité pour vous. Et moi, je lui ai dit, je veux réapprendre à parler correctement. Et il m'a dit, non, mais pour un prof d'art plastique, c'est pas grave de pas bien parler, c'est pas comme si vous enseignez le français ou l'histoire géo. Et ça m'a fait l'effet d'une claque parce que j'ai senti énormément de mépris de sa part. Et en plus, je me suis sentie obligée de me justifier en lui disant que j'enseignais l'histoire de l'art alors que je lui devais rien du tout. Et ça, j'ai trouvé ça d'une violence sans nom parce que j'ai eu l'impression qu'il déconsidérait totalement mon cas et ma personne. Mais après, je dois dire que dans 99% des cas, tous les soignants que j'ai rencontrés ont été absolument formidables. Dans tous mes soins, j'ai rencontré 3 personnes qui ont été désagréables en l'espace de 3 ans et demi, donc c'est pas beaucoup. Est-ce que dans ce centre de rééducation, vous y avez passé des moments plus positifs ? Alors oui, parce qu'en fait, au début, j'étais pas trop contente parce que j'étais qu'avec des personnes âgées et je me reconnaissais pas dans la population qu'il y avait. Mais en fait, je me suis rendu compte que non, déjà, eux, ils avaient des fois des polypathologies qui étaient infiniment plus graves que moi. Et ça m'a fait réaliser qu'à côté, bon, mais moi, c'était pas grand-chose. Et puis, on a fini par se lier d'amitié parce qu'en fait, on se voyait tous les jours et on passait nos journées ensemble. Donc, oui, j'ai vécu des moments sympas. Et en fait, ce qui était rigolo, c'est que dans l'affaire, j'ai gagné 30 grands-parents, quoi. Donc, c'était plutôt agréable et ils me chouchoutaient. Faire un AVC à 33 ans et même à n'importe quel âge, c'est une véritable épreuve. Donc, vous l'expliquez bien, ça a été quand même une épreuve pour vous. Est-ce que ça a aussi pu impacter votre entourage ? Alors forcément, ça impacte l'entourage parce que moi, mon conjoint, il n'avait jamais imaginé qu'à 35 ans, il deviendrait aidant de sa compagne qui allait devenir handicapée et que sa vie allait radicalement changer. Et puis ça a été très dur pour ma sœur jumelle qui a eu beaucoup de mal à l'encaisser, surtout qu'elle était enceinte à ce moment-là, donc il a fallu lui faire des examens complémentaires parce que moi, mon AVC, il est dû à une pathologie cardiaque et comme on est vraies jumelles, il fallait vérifier qu'elle ne l'avait pas. Et puis forcément, ça a eu un impact aussi sur mes frères, sur mes parents et sur mon fils. Mais mon fils, il réalisait pas du tout ce qui se passait parce qu'il avait 14 mois. Donc pour lui, ça n'a pas été instantané de comprendre ce qui se jouait.
Est-ce que vous avez bénéficié, pendant toute cette rééducation, d'un soutien psychologique ? Oui, mais en fait, pas dans le cadre du centre de rééducation, parce qu'en fait, avant mon AVC, j'étais déjà suivie par une psychiatre, parce que j'avais souffert de dépression avant de tomber enceinte, donc je continuais ma thérapie. Et donc, ma psychiatre venait de temps en temps, quand elle faisait ses visites à domicile, elle venait de temps en temps au centre de rééducation me voir, mais c'était pas de la consultation, c'était vraiment informel. Elle venait m'apporter le dernier Beaux-Arts qu'elle achetait pour sa salle d'attente. Voilà, c'était juste vérifier qu'il se passait, que tout allait bien. Puis après, quand j'ai pu sortir de centre de rééducation, j'ai repris la thérapie avec elle, oui. Et mais ça vous a c'est aidé ? hyper important, ouais. Oui. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui devrait être obligatoire pour toutes les personnes qui ont eu un AVC, d'être accompagnées soit par un psychiatre, soit par un psychologue, parce que l'AVC, c'est un traumatisme, donc il faut que les gens se fassent aider. Quand vous avez fait votre infarctus cérébral, votre fils n'avait même pas 2 ans. Est-ce que ça a pu vous pousser à repenser votre rôle de maman ? Forcément, parce que je me disais qu'est-ce qui va se passer. Moi, au début, je marchais plus. Alors, dire mais comment je vais faire ? J'avais un seul objectif, moi, c'était réussir à remarcher le plus vite possible pour pouvoir m'occuper de lui. Et d'ailleurs, ma rééducation était axée là-dessus. On me faisait porter des sacs de linge d'hôpitaux lestés de 15 kilos dans les bras pour que je réapprenne à le porter. Et toute ma stratégie de rééducation a été mise en place sur comment je vais reprendre ma vie d'avant avec mon fils. Et c'était hyper important parce que à l'époque et toujours aujourd'hui, moi je refuse que la vie de mon fils soit impactée parce que sa mère a eu la brillante idée à 33 ans d'avoir un AVC, quoi. Donc je veux qu'il ait une vie normale et pouvoir faire tout ce qui est possible avec lui. Faire un AVC aussi jeune, ça arrive, mais c'est peu commun. Est-ce que vous avez déjà eu des réflexions là-dessus ? Alors, le gros cliché de l'AVC chez les jeunes, et en particulier chez les femmes, c'est de dire elles prennent la pilule et elles fument, donc elles ont un AVC, elles se le sont provoquées. Ah ben, dommage, c'était pas mon cas. Et souvent, quand on est jeune, les gens ont tendance à penser que si on a un AVC, c'est que soit on est alcoolique, qu'on est toxicomane, qu'on a un mode de vie qui est très mauvais pour la santé, donc sédentarité, surpoids, cholestérol, diabète, voilà. Et effectivement, ce truc pilule et tabac. Et moi, je cochais aucune de ces cases. Donc, tous ces grands clichés-là, c'est assez problématique à démonter parce que le grand public a du mal à concevoir qu'on puisse avoir un AVC aussi jeune, alors que l'AVC, ça touche tout le monde. Le bébé peut même en avoir in utero dans le ventre de sa mère. Donc, et pourtant, lui, il ne se l'est pas provoqué. Donc, voilà, c'est un problème qui touche tout le monde, sauf qu'on a tendance à penser que c'est une maladie de personnes âgées. Sauf que ce n'est pas le cas. Sur les 150 000 cas qu'il y a en France tous les ans, il y a 10% de jeunes AVC. Donc, c'est quand même assez conséquent. Est-ce que pendant tout votre parcours de soins, vous avez pu subir ce qu'on appelle des lourdeurs administratives ? C'est horrible l'administratif quand on est en post-AVC. Alors au tout début, c'est mon conjoint qui s'en occupait, aidé par l'assistante sociale du centre de rééducation. Et c'était énormément de dossiers à faire, mais là on était aidés. Quand je suis sortie du centre de rééducation, j'ai fait une erreur, c'est que je lui ai dit maintenant tu arrêtes, c'est moi qui gère, parce que si tu le fais, je pourrai jamais réapprendre. Mais en fait non, j'aurais dû lui laisser continuer à m'aider, parce qu'en fait il y a des moments, à certains moments, je me faisais 6 à 7 heures d'administratif par jour pour arriver à boucler les dossiers, et rien n'est fait pour faciliter la vie. Et puis comme il y a des lourdeurs administratives, que les dossiers mettent très longtemps à être traités, des fois des choses dont on aurait besoin immédiatement, eh bien on nous les propose 2 ans après, sauf que c'est fini, on n'en a plus besoin. Et voilà, c'est assez compliqué à gérer. Et là, par exemple, il y a quelques semaines, on a traité un dossier qui a été fait il y a 3 ans, et on m'a versé un truc que moi j'avais complètement oublié que j'y avais droit, et en fait
c'est à ce moment-là que j'en aurais eu besoin. Et là, 3 ans après, j'en ai pas besoin. Et ils ont perdu mon dossier pendant 3 ans. Voilà, et c'est ça la vie du post-AVC, c'est devoir être en surveillance constante de tous ces dossiers et de surveiller continuellement que tout est en règle d'un point de vue administratif, mais aussi financier, parce que c'est la double peine quand on a un AVC. Non seulement on peut devenir handicapé, mais en plus on devient pauvre. Et ça, c'est quand même terrible. Vous êtes sortie du centre de rééducation il y a 4 ans, c'est bien ça ? 3 ans et demi. 3 ans et demi. Où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Est-ce que vous avez encore des séquelles ? Est-ce que vous avez repris le travail ? Alors, j'ai toujours des séquelles parce que l'aphasique, c'est à vie. Donc, je serai toute ma vie. J'ai toujours des douleurs neuropathiques. Et ça, pareil, bon, c'est pas bien engagé pour que ça disparaisse. Par contre, j'irai après à marcher. Donc c'est bon. J'ai redéveloppé tout ce qui était le phrasé. J'ai réappris à écrire. Moi, je ne sais toujours pas écrire en attaché, mais j'ai réappris à écrire, à lire. Je comprends beaucoup plus de choses qu'avant. Et j'ai repris le travail, mais comme je peux pas enseigner devant élèves. Maintenant, je suis devenue professeur correcteur au CNED, ce qui me permet, depuis janvier, là, de reprendre une vie normale et de regagner un salaire décent. Ça a été compliqué, cette reprise ? Ça a été 21 mois de lourdeur administrative avant d'avoir enfin le carton vert pour dire c'est bon, vous pouvez retravailler. Et moi, je l'ai vraiment très, très mal vécu parce que on passe par des commissions, on voit des experts qui nous voient 5 minutes, mais qui du coup jugent toute notre existence. J'ai trouvé ça profondément humiliant. Je suis passée en centre de réadaptation avec visiblement des gens en face de moi qui n'avaient aucune idée de ce que c'était d'avoir un AVC à 30 ans et qui avaient des idées très préconçues sur ma personne et sur mes pathologie. Et donc, je l'ai très, très mal vécu. Et je pense qu'il faudrait remettre en question ce système administratif parce que c'est pas normal d'imposer autant de lourdeur et de difficultés pour quelqu'un qui a la volonté de retravailler. On sait que l'hôpital public ne va pas bien depuis des années et des années. Est-ce que vous en avez souffert de ça dans votre parcours de soins ? Alors moi, je pense que j'en ai souffert déjà par le fait que le SAMU se soit planté sur mon cas. Bon, après, le SAMU, c'est 99,9% de réussite. Moi, je suis le couac qui existe, donc bon, ça arrive. Mais après, quand je suis arrivée à l'UNV, donc à l'unité de neurovasculaire du CHU de Bordeaux, je suis restée en soins intensifs plusieurs jours et on m'a réorientée en neuro, mais en fait, il n'y avait plus de place en neurologie. Donc, on m'a mis en neuromusculaire parce qu'il y avait un lit de vide. Donc, je me suis retrouvée dans un étage avec des gens qui n'avaient pas du tout la même pathologie que moi, avec des médecins qui du coup venaient spécialement dans le service pour s'occuper de moi. Et j'ai aussi appris que quand j'étais à l'UNV, on bilante les aphasiques immédiatement en orthophonie, mais vraiment quasiment juste après leur AVC. Et moi, ça n'a pas été fait de suite parce que à ce moment-là, l'orthophoniste qui était en charge de faire ça était en arrêt maladie. Donc voilà. Et pourquoi ? Parce que c'est des gens qui sont pressurisés avec des contraintes liées au travail qui sont énormes. Et moi, je l'ai vu pendant tout le temps. J'étais hospitalisée et je le voyais aussi vraiment avec l'interne qui s'occupait de moi, qui était là au petit déjeuner et qui le soir au moment du coucher était toujours là. Et au bout d'un moment, je disais non mais c'est bon, rentre chez toi quoi. Tu vas pas dormir ici, t'es pas de garde donc tu peux t'en aller là. Et j'ai bien vu à quel point c'était excessivement compliqué la vie de l'hôpital public et je le mesure encore à chaque fois que je vais à l'hôpital et j'y vais tous les lundis donc je le vois combien c'est difficile et le stress énorme qu'ils portent sur leurs épaules. Vous avez choisi de raconter votre histoire dans une bande dessinée que vous avez appelée Mon Petit AVC et que vous déclinez sur un compte Instagram du même nom. Pourquoi avoir fait ce choix ?
Alors, à l'origine, c'était en février 2019, donc j'étais toujours en centre d'éducation. Je me suis dit que je voulais laisser un trace pour mon fils, pour qu'il comprenne pourquoi sa maman n'était plus à la maison. Et je voulais lui expliquer, mais comme j'étais incapable d'écrire, je me suis dit, je vais lui dessiner. Et parallèlement à ça, j'ai mis ces dessins sur Instagram pour mes proches, pour mes amis, pour qu'ils comprennent la réalité de l'AVC. Et avec l'idée de garder la version papier pour mon fils, pour qu'il le lise plus tard. Et en fait, ce compte Instagram a explosé parce qu'il n'existe rien sur l'AVC chez les trentenaires et chez les jeunes et l'aphasie surtout, alors que quand même il y a l'AVC, il y a un tiers d'aphasiques. Et les gens ont commencé à s'intéresser à cette histoire-là. Et le compte a pris de l'ampleur. Et en octobre 2020, j'ai été débusquée par Larousse qui m'a dit nous, on aime et on veut en faire une BD. Et moi, j'aimais beaucoup l'idée. Alors, jamais de moi-même, je serais allée démarcher des éditeurs parce que j'avais pas la prétention d'imaginer que c'était quelque chose d'éditable. Et en fait, j'étais contente que Larousse me le propose parce que c'est une maison d'édition qui apporte du savoir, de la connaissance. Et je me suis dit que c'était une bonne idée que ce soit chez eux. Et puis surtout parce qu'il n'existe rien sur l'AVC qui soit raconté avec le vécu du patient, mais qui soit 100% vrai, qui ne soit pas romancé et dans lequel il y a une partie pédagogique, ce qui évidemment me tenait à cœur puisque je suis prof. Et donc, le livre est sorti en septembre 2021. Et à ce jour, selon mon éditrice, ce serait le seul livre grand public sur l'AVC qui ne serait pas écrit par un médecin. Vous comptez aujourd'hui, justement sur votre compte Instagram, 25 000 abonnés. Vous vous attendiez à un tel succès ? Pas du tout. C'était quelque chose qui devait rester plutôt confidentiel. Et j'aurais jamais imaginé que ça pouvait toucher autant de personnes et qu'il y aurait autant de gens qui m'écriraient chaque jour pour me parler de leur histoire, me demander des conseils. J'aurais jamais pu croire que ça prendrait cette ampleur-là. On sent bien à la lecture de votre bande dessinée que votre AVC vous a changé, évidemment, mais pas forcément en mal finalement. Non, moi j'ai tendance à dire à ma psychiatre que j'ai l'impression que l'AVC il a grillé la zone de la dépression dans mon cerveau et qu'en fait c'est limite mieux. Ce qui d'ailleurs est assez drôle parce qu'on estime qu'après un AVC, 60% des patients vont faire une dépression. Et moi, pas du tout. Alors, je ne sais pas si c'est parce que je l'ai compris immédiatement ce qui se passait et du coup que je l'ai encaissé très, très vite. Mais ça m'a donné envie de me dépasser parce que j'ai un petit garçon et que je veux avancer pour lui. Et puis, je me suis rendu compte que finalement, ça a aidé d'autres personnes d'en parler. Et voilà, donc je le fais pour mon fils et puis je le fais pour les autres. Et ça me porte. Merci beaucoup Margot Turca pour votre précieux et courageux témoignage. Merci beaucoup. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur les réseaux sociaux, donc je vous dis un grand merci pour votre fidélité. Vous pouvez retrouver cette vidéo comme d'habitude sur notre site Pourquoi Docteur et notre chaîne YouTube. Et je vous donne rendez-vous très bientôt et avec grand plaisir pour de nouvelles interviews. Au revoir.